C'est la beauté foudroyante du tennis. Après un tournoi absolument chaotique, Valentin Vachereau terrasse Novak Djokovic et se qualifie en finale de Shanghai. Il affrontera son cousin Arthur Rinderknecht, carrément dans une histoire de famille folle qui fera date. On peut le dire, ce Masters 1000 de Shanghai, pour le pire et pour le meilleur, restera dans l'histoire du tennis. Bon, on va faire un débrief de ces demi-finales qu'on a vécues là ce matin et en début d'après-midi. C'était donc Medvedev, Rinderknecht et Djokovic, Vachereau. C'est absolument n'importe quoi cette histoire. Je pense qu'on a quitté le monde du réel, là. On a quitté le monde des vivants tout simplement depuis le début de ce tournoi de Shanghai. On est sur le 204e mondial, donc c'est le pire classement pour un finaliste depuis le début de la création des Masters 1000, qui affronte son cousin qui est 54e mondial. Et en plus, les deux cousins qui sont très proches, qui se connaissent évidemment depuis leur enfance, qui ont progressé, qui ont évolué ensemble. L'histoire, elle est dingueissime. Et le truc en plus, c'est que à partir des quarts de finale, on a commencé à y penser, on s'est dit, mais et si ce tournoi complètement zinzin se terminait comme ça ? Est-ce qu'on allait assister à cette finale-là? Eh bien, on l'a, et je pense que c'est la meilleure finale pour ce tournoi-là. C'est aussi, et il faut le dire, avant d'analyser ces demi, je trouve que c'est une excellente photographie de l'état des Masters 1000 actuellement. Alors certains, je pense, qui regardent cette vidéo, adorent ce type de surprise. C'est vrai qu'il y a un vent de fraîcheur qui est génial. Il faut aussi se dire, c'est important que cette réforme de la part de l'ATP, c'était aussi pour concurrencer les grands chelems. Et là, sur les 17 derniers Masters 1000, Sinner et Alcaraz n'en ont remporté que 7. Allez, on perd pas plus de temps, je te laisse claquer ton plus beau pouce et on attaque juste après ça. Allez, on attaque avec la deuxième demi-finale qui vient tout juste de se terminer entre Medvedev et Arthur Rinderknecht. Alors, on a vu cette semaine Daniil qui sortait d'une victoire colossale contre Lerner Tien, une victoire super importante parce qu'il avait perdu contre ce même joueur à Pékin en abandonnant, et aussi cette défaite à l'Open d'Australie qui avait donné un très mauvais ton à sa saison 2025, donc une victoire très importante pour lui. Il avait réussi à enchaîner contre Alex de Minaur juste après, et on a vu Daniil Medvedev sans vraiment se réinventer, mais être plus agressif, essayer d'aller conquérir le filet un petit peu plus souvent. Le fond de commerce de Daniil, c'est d'être patient, mais on l'a vu appuyer sur la gâchette, profiter de l'écartement qu'il peut générer parfois. Alors ici, on le voit avec son coup droit, réaliser le break d'entrée. Arthur qui de son côté, on le voit, les jambes elles sont pas encore super bien réveillées, c'est la première fois qu'il fallait enchaîner un match un jour après l'autre. Il avait disputé son quart de finale hier contre Félix Auger-Aliassime, et là il va complètement s'empaler dans un revers. Et pourtant dans ce premier set, je trouve que Arthur aurait pu et aurait même peut-être dû réussir à recoller ici dans cette position, donc il s'est octroyé une position favorable sur le coup droit, et malheureusement on voit, il va complètement la décentrer. Ça c'est le Arthur Rinderknecht d'avant juin 2025, quand il a commencé à collaborer avec Lucas Pouille. Depuis 3 mois maintenant, il a un coup droit qui fait mouche, un coup droit très agressif, qui lui permet de mettre en place ses schémas très proactifs. Ici c'est une grosse faute sur balle de break. Rinderknecht qui va très bien réagir au tout début de la deuxième manche avec un break, et là vous le voyez, Medvedev, il est un peu dans une espèce de questionnement, parce que sur le point d'avant, il avance au filet, il se fait passer, et là il se dit non, il est hors de question que j'avance, je vais repartir vers l'arrière. Et bien il va se faire contrer dans un deuxième temps, et on le voit faire un pouce ironique vis-à-vis de Johansson, son nouveau coach, mais ça passe par là, et on l'a vu depuis le début du tournoi, le succès de Medvedev sur ce tournoi de Shanghai, ça passe par raccourcir les échanges, ça passe par aller vers l'avant, mais c'est une identité de jeu qu'il n'a pas encore tout à fait embrassée, et ça peut créer des situations telles que celle-là. Juste après, vous allez le voir, donc ici, je trouve que ça c'est un coup que Arthur a très bien réalisé sur l'ensemble de ce tournoi de Shanghai, alors souvent en +1 derrière son service, mais aussi régulièrement à l'échange. C'est la petite amortie vénéneuse en coup droit, et là forcément ça fait mouche avec un Medvedev qui est dans les gradins. L'un des jeux pivots de cette rencontre, c'est celui-ci, le troisième de la deuxième manche, avec Arthur Rinderknecht qui va sauver 5 balles de débreak, avec toujours cet allant offensif que j'apprécie particulièrement, avec la petite volée déliciosa juste ici. Encore une nouvelle balle de débreak sauvée quelques instants plus tard, et là la stat elle est complètement zinzin, accrochez-vous bien à votre chaise. Donc on est à 1/11 pour Daniil Medvedev sur les balles de break sur l'ensemble de la partie, mais surtout Rinderknecht depuis le début du tournoi, il a sauvé
26 balles de break sur les 30 qu'il a concédé. C'est une stat incroyable et très souvent sauvée grâce à son service. On arrive dans la moiteur du combat, dans le cœur du combat. Nous sommes au milieu de cette troisième manche et les jambes commencent à être dures du côté de Rinderknecht, mais c'est la même chose pour Daniil Medvedev qui a tant livré contre Fokina, contre Tien, contre Alex de Minaur, et c'est le salut vers l'avant que vient chercher Arthur Rinderknecht ici. Il a été fidèle à son plan de jeu du début à la fin. Et tandis que Medvedev s'octroie encore 2 balles de break sur ce 7e jeu de la 3e manche, Arthur qui va encore une fois, magnifique, trouver des services imparables ici au T. Et comme depuis le début du tournoi, la composante physique va être absolument essentielle sur ce match. On va en reparler d'ailleurs sur la deuxième demi-finale. Et là, vous le voyez, hein, on a un Arthur qui explose en bout de course et on peut se poser des questions. Est-ce qu'il va pas se faire cueillir au physique par la Danilade? Mais que nenni, on va se retrouver à 5-4. Et là, les vieux démons de Daniil Medvedev depuis 2-3 ans vont toquer comme ça à la porte. Il doit servir pour rester dans le match. Et forcément, à cet instant, ça va commencer à couiner un tout petit peu. Il va sauver une première balle de match à 207 km/h sur sa deuxième balle. Il va retenter le coup juste après, mais cette fois-ci, c'est dehors. Et quelques instants après cet exploit, son cousin Valentin Vacherot va se jeter dans ses bras. Image complètement incroyable, image improbable, et je trouve la plus belle image pour définir ce tournoi chaotique. Mais avant ce match, on a vécu une première demi-finale et c'est une immense sensation. Valentin Vacherot qui a été capable de dominer un Novak Djokovic diminué, blessé, mais toujours aussi vaillant et toujours aussi difficile à battre dans ces conditions, parce que mentalement, faut rester verrouillé, faut pas regarder ce qui se passe de l'autre côté du court. Munar s'est fait avoir, par exemple, sur ce tournoi. Il a été diminué du début à la fin, quasiment, de Djokovic, dans des conditions ultra difficiles à son âge, à 38 ans. Il a jamais aimé en plus l'humidité, et pourtant c'est lui qui va breaker en premier avec cette qualité de stabilisation et d'excellents retours de service. La réaction immédiate de Valentin, elle va être très importante, elle va empêcher le Serbe de se libérer, d'avancer comme ça à 2-0, d'avoir un break en poche et de pouvoir conserver son avantage jusqu'à la fin du set. Non, il va très bien réagir avec ce revers, un très bon revers, on l'a vu contre Holger Rune, on le revoit encore ici avec Djokovic peut-être un petit peu trop facile dans cette séquence et qui va se faire punir. Et d'ailleurs au niveau stratégique sur ce match, je trouve que la diagonale revers a eu beaucoup d'importance. Alors on n'était pas non plus sur le Wimbledon 2023 entre Alcaraz et Novak Djokovic, mais on comprend bien que aller frapper très fort sur le revers de Novak, c'est là qu'on peut extraire des fautes, c'est là qu'on peut le prendre un petit peu au physique. Et là par exemple, une balle courte et Vacherot qui va distiller une petite amortie bien posée comme ça là et débreaker. Le match qui va prendre une autre tournure à partir de 4-3 dans le premier set. Novak qui joue pas du tout le jeu précédent et qui se plaint d'une douleur au bas du dos à gauche. Il va se faire traiter, premier MTO ici dans cette séquence. Alors là t'es Valentin Vacherot, t'es 204e mondial, même si tu vas rentrer dans les 100 à l'issue de ce tournoi, bah, tu peux commencer à cogiter. Tu vois Novak qui grimace beaucoup, énormément de simagrées, de grands gestes, il finit à genoux, il finit au sol. Eh bien pas du tout. Le monégasque qui va rester dans ses schémas, qui va être très appliqué, qui va appuyer sur la gâchette au bon moment et breaker. Et il y a déjà une petite odeur de chaos sur le début de la deuxième manche avec Novak Djokovic qui survit. Donc on a une deuxième balle ici à 191 km/h sur une première balle de break. Et derrière un point lunaire, un point Djokovicien. Là vous le voyez dans ses œuvres, il est loin de la ligne de fond. Il va remettre un énorme lob comme ça qui va atterrir juste devant la ligne. Il va réussir à voler cet échange et à tenir bon. Tenir bon, c'est vite dit parce qu'on l'a revu à genoux après cet échange. Ça nous rappelle aussi ce qui s'était passé à la fin du deuxième set contre Munar, où on l'avait vu complètement allongé. Le Serbe qui va reprendre un MTO à 2-1, et là on est obligé d'insister sur un sujet qui, je le sais, est un petit peu clivant. Novak ici, vous le voyez, donc on a une amortie de revers, et pendant 2 secondes, il va complètement se désintéresser du point. Ça, tu peux pas le faire. Tu peux pas en fait jouer, regarder autour de toi, non. C'est une gêne, c'est un hindrance, c'est dans le règlement. Alors ok, il est blessé, mais aussi, pour moi, il y a un côté, il est blessé, il crie, il s'allonge, il se roule par terre. Est-ce qu'il ferait ça contre Rafael Nadal? Est-ce qu'il ferait ça contre Roger Federer? Est-ce qu'il fait pas ça un petit peu plus contre des Munar, contre des Vacherot qui ont très peu d'expérience pour essayer de leur rentrer dans le cerveau, utiliser cette gêne physique qui est réelle, qui est manifeste? Évidemment, il était diminué et il a refusé d'en parler d'ailleurs après en conférence de presse avec beaucoup d'élégance. Mais est-ce qu'il instrumentalise pas ça quand il est sur le court? Quoi qu'il en soit, le monégasque qui va continuer sa marche en avant. Alors là, j'ai été estomaqué par ce coup. T'es à 3-2, il y a 15-30. Là, t'as une volée de toucher à déposer qui est
ultra difficile dans ces conditions. Novak, il est pas loin en plus, hein. Il faut vraiment super bien la toucher, ce qu'il va faire. À 4 partout, le service de Djokovic sur lequel il a beaucoup compté hein, pour pouvoir s'économiser, pour pouvoir rester au contact, qui va complètement craquer. C'est 2 doubles fautes, 0,30. Et alors qu'on a un gros point avant et que Djokovic est sur le point de remporter son jeu, de sauver la mise, eh bien non, Vachereau qui va se jeter magnifiquement bien dans un retour de service qui va accrocher la ligne. Et un petit peu à l'image de Daniil sur le match précédent, Novak qui va craquer là hein, sur une deuxième à 193 km à l'heure, un coup de poker qui va échouer et il concède le break. L'immense force de Vachereau aura donc été de mettre les œillères, de réussir à sauver cette balle de débreak en continuant l'agression en coup droit. Là, Novak est un petit peu loin hein, pour pouvoir remettre ce revers qui va même pas réussir à franchir le filet. Il va tenir bon, il va remporter cette partie. Et pour terminer sur cette analyse, je souhaitais souligner l'extrême classe de Valentin Vachereau qui n'a pas célébré, qui n'a pas moufté, qui n'a pas souri, qui n'en a pas fait des tonnes. Il est allé au filet, il a serré la main de Djokovic, il lui a dit en gros voilà, j'ai conscience que t'étais diminué, j'ai conscience que t'étais blessé, je l'ai entendu, je l'ai vu, mais je suis resté dans mon match et c'est l'une des performances les plus lunaires de cette année, de ces 5 dernières années, et peut-être même du siècle. Allez, c'est l'heure de la finale de Shanghai et Winamax qui est en PLS. On n'a pas encore les cotes, mais on va discuter quand même de cette rencontre. On va essayer d'imaginer les cotes autour de cette finale. Le coin prono est sponsorisé par les Winamax de Winami. Vous avez le lien dans la description, jusqu'à 100 € remboursés en cash pour votre premier pari. Vous avez aussi SV10 pour ajouter 10 € par-dessus. L'offre, elle est réservée aux adultes. Alors, du coup, on n'a pas les cotes, mais j'imagine que Arthur Rinderknecht sera favori. 1,70, 1,75 peut-être. Et Vachereau, je sais pas, à 2,30, 2,40. Alors pourquoi Arthur Rinderknecht serait favori, alors que déjà on n'a aucune opposition entre les deux, mais ils se connaissent très très bien. Ils se sont formés ensemble, ils ont évolué ensemble. Rinderknecht qui a été le premier à percer sur le circuit, Vachereau lui qui revient de blessure, qui n'a remporté qu'un seul match sur le grand circuit avant cette épopée à Shanghai, c'était contre Struff à Monte-Carlo. C'est complètement zinzin. Rinderknecht, lui, a une plus grande expérience du circuit, il sera un peu plus préparé à ce type d'événement, mais en vrai, aucun des deux n'est vraiment préparé à remporter un Masters 1000, je trouve. Alors Rinderknecht peut-être un petit peu plus. On aura la composante physique qui va être importante parce que Valentin Vachereau, il a joué 9 matchs sur ces 14 derniers jours. C'est 2 de plus qu'un grand chelem quand tu vas au bout, c'est complètement fou. En plus, on est dans des conditions, là, à Shanghai, qui sont délirantes, même si ça s'est un tout petit peu amélioré sur la fin de la semaine. Alors pour moi, il va y avoir 2 choses importantes. La qualité de service. On a vu Rinderknecht super bien servir sur les balles de break. Lequel des deux va réussir le plus à terminer les échanges au filet, à mettre en place un jeu offensif? Il va falloir essayer de s'économiser au maximum sur ces jeux de service. Alors on va rester sur du classico ici, on va pas se mouiller trop la nuque. Moi je pense que les deux vont réussir à prendre un set, mais Vachereau il a sorti Novak. Et Vachereau, il a pas l'air non plus giga touché, il a l'air moins touché que Arthur Rinderknecht. Bref, c'est une folie, c'est imbitable ce truc. Mais vraiment, sans déconner, c'est quoi cette finale? Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Bref, j'attends votre pronostic dans les commentaires. J'ai envie de partir sur Arthur Rinderknecht, mais le truc il est tellement fou depuis le début, Shanghai, c'est que ça devrait limite se terminer avec le titre de Vachereau pour vraiment qu'on ait jusqu'au bout du délire, quoi, qu'on aille jusqu'au bout de la dinguerie avec ce tournoi qui n'a ni queue ni tête depuis le début. Voilà, je suis complètement paumé, j'attends d'avoir vos pronos dans les commentaires et on se retrouve demain pour débriefer cette finale, déjà une finale de légende.